Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer la réunion aujourd'hui, donc la conférence concernant les énergies renouvelables. Comment? Donc, on va vraiment parcourir l'ensemble des slides. Si vous avez des questions, donc levez la main. Donc, vous savez, donc via Zoom, soit au-dessus de votre écran ou dans le bas de votre écran, vous allez avoir un menu qui va apparaître et vous pouvez donc lever la main pour poser une question. Je vous donnerai donc la possibilité de poser la question de manière verbale. Si entre-temps, j'ai répondu via un slide, j'ai répondu à la question, vous pouvez également baisser la main si besoin est. Et sinon, donc en fin de conférence, d'ici un petit 3/4 d'heure, vous pourrez sans aucun problème poser vos questions directement. Donc encore une fois, je le redis de manière verbale. Voilà, donc on commence la conférence donc, sur les énergies renouvelables. Donc le but ici, donc au niveau de la conférence, donc on va d'abord voir, donc au niveau des thèmes abordés, on va voir donc les bases d'une économie dans votre habitation et la gestion de votre consommation. Ensuite, on va voir le photovoltaïque et s'il y a des questions par la suite. Donc, les bases au niveau d'une économie dans votre habitation, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, la conception de votre nouvelle habitation, d'une rénovation complète, peut vous faire gagner durant toute la vie du bâtiment de belles économies. Donc, il faut s'imaginer que ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous allez l'utiliser au quotidien dans votre bâtiment et ce pour des années, voire même des décennies au niveau de l'usage de votre habitation. Bon, par exemple, au niveau du rez-de-chaussée, vous aurez donc votre cuisine et la buanderie qui est placée l'une à côté de l'autre. Ça paraît logique. C'est une question aussi de pratique. Donc, ça veut dire que pour la ménagère qui veut aller au côté buanderie, elle est vraiment entre la cuisine et la buanderie, donc il y a un accès facile. Dans la buanderie, on peut imaginer également de mettre un meuble pour tout ce qui est conserve, etc. Donc un accès rapide, je dis oui, rapide. Et on va même plus loin, on n'en parle pas ici, mais de voir, par exemple, s'il y a un garage, d'avoir le garage, la buanderie, la cuisine. Pourquoi? Quand on rentre des courses, c'est beaucoup plus facile de distribuer, je veux dire, ou d'aller ranger chaque fois les affaires. Donc voilà, c'est une question de logique. Mais ici, on parle vraiment d'une question économie à l'usage. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, au niveau de la buanderie, on va retrouver la chaudière ou votre pompe à chaleur. Donc, l'idée là derrière, c'est d'avoir, bien entendu, avec cela, avoir la production d'eau chaude sanitaire. Et donc, à ce moment-là, à l'étage, donc juste au-dessus de votre buanderie, vous aurez alors votre salle de bain. Donc, pourquoi? Question de facilité au niveau des évacuations des eaux usées, ça c'est une chose. Pour avoir également une rapidité d'eau chaude, donc une arrivée d'eau chaude rapide, donc au niveau des robinets, au niveau de la salle de bain et au niveau de la cuisine. Donc ça, c'est aussi un gain économique là derrière parce que le temps que vous allez faire perdre, je veux dire, de jeter votre eau froide avant d'avoir de l'eau chaude, je veux dire, encore une fois, je le redis, c'est pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et alors également, ça c'est le petit truc et astuce de Brainbox, c'est de mettre en plus une trémie. Donc ça veut dire que vous aurez un caisson, une trémie, proprement dit, une gaine, pour que votre linge sale tombe directement dans un bac qui se situe, lui, à la buanderie. Donc là, imaginez également l'économie d'énergie durant toute une année que vous allez gagner et ce multiplié par les années que vous allez utiliser, vivre dans votre habitation pour jeter le linge sale. Alors qu'habituellement, on met ça dans une manne et ensuite, il faut descendre la manne au niveau de la buanderie pour pouvoir laver le linge. Également, éviter un hall d'entrée, j'appelle grandiose, donc qui est un local froid. Donc, il y a des déperditions des locaux chauffés qui vont donner dans ce local central, généralement, au niveau de votre habitation, qui est un local également qui n'est pas utilisé, et puisque ce n'est pas un local de vie. Éviter également une structure en cube, en quinconce. Je sais que c'est tendance pour le moment. Les architectes poussent ça. C'est vrai que c'est des très jolis, franchement, ce sont des très, très jolis bâtiments.
Le problème, ça amène obligatoirement un surcoût à la construction et également une perte énergétique. Ça veut dire qu'on est sur des toits plats, on est sur des sols orés, donc ça demande des ajouts au niveau isolation, des épaisseurs d'isolation beaucoup plus importantes, d'où les surcoûts, des structures également, des renforts au niveau des murs, donc c'est ça aussi les surcoûts qu'il va y avoir, mais également quelque chose d'important, une perte énergétique, puisqu'on va se retrouver sur un sol, on va dire, froid, déporté par rapport au bâtiment, par rapport à un bâtiment classique qui est, on va dire, carré ou cubique. Chose également, et justement aujourd'hui, ben, on en parle encore plus, c'est au niveau de la surchauffe. Donc là également, par exemple, au niveau des chambres, on pourrait imaginer également, encore une fois, ça dépend de la, comment, du nivellement au niveau du terrain, mais on pourrait imaginer de mettre les chambres à coucher au rez-de-chaussée et d'habiter à l'étage si on est au niveau route. Pourquoi? Ben parce qu'ainsi, ça sera beaucoup plus frais. Sinon, ben, pensez à avoir une chambre, la chambre parentale, par exemple, plein nord, qui permet d'avoir une pièce beaucoup plus fraîche en été. Bien entendu, pour tout ce point-là au niveau surchauffe, il existe différents modèles de protection solaire, que vous soyez avec un store type horizontal, donc c'est vraiment des volets, je veux dire, qui coulissent, qui viennent se refermer de manière horizontale. Donc ça, esthétiquement, c'est très beau. Je veux dire, et c'est très pratique également à l'usage. On peut avoir des stores verticaux, donc intégrés au niveau du châssis proprement dit. Donc là aussi, c'est très discret. Qui peuvent être occultants, qui peuvent être également simplement pour moustiquaires, mais généralement, on va plutôt vers l'occultant. Il est beaucoup plus résistant et surtout également, ben, va vous protéger au niveau du soleil. Vous avez donc des stores coulissants. Donc là, j'imagine aussi au niveau d'une terrasse, vous avez une grande baie vitrée. Ben, on peut imaginer d'avoir également un store qui est coulissant pour se protéger, donc pour protéger le séjour, par exemple, au niveau de l'ensoleillement. Tout ça peut être en toile, en bois, en alu. Donc, il y a différents modèles, différentes qualités, différentes couleurs, différentes matières qui sont là à votre disposition et qui peuvent être fixes ou mobiles. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'important. On peut imaginer également des stores qui sont, on appelle ça plutôt une protection solaire qui est à l'horizontale. Et donc là, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir à ce moment-là une protection au niveau de l'ensoleillement, au niveau du vitrage proprement dit. Ça veut dire que c'est calculé pour que le soleil ne touche pas le vitrage en plein été. Par contre, entre saisons, le soleil est beaucoup plus bas et là, ça permet d'amener de la chaleur qu'on a besoin. Si on prend en plein hiver, le soleil est fort bas. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un ensoleillement, on a besoin de chaleur à ce moment-là. Donc, on peut avoir des nuits où il gèle, voire même des journées où il gèle, mais d'avoir un ensoleillement. Et donc, cet ensoleillement, on peut le prendre à ce moment-là. Par contre, en plein été, l'angle est beaucoup plus important. Et donc, là, alors, on a un effet ombre qui est là. Donc, ça permet également d'économiser, en tout cas, de diminuer le risque de surchauffe au niveau du local. Tout ça peut être géré de manière manuelle ou de manière intelligente, automatique. Ce que je conseille également, si ce n'est pas prévu, en tout cas tout de suite, c'est de prévoir tout simplement à l'intérieur du bâtiment, en haut à droite du châssis, c'est de prévoir une boîte de dérivation avec une amenée de câble, donc un câble à 4 fils en 1,5 carré, pour plus tard, si nécessaire, ajouter à ce moment-là une tente solaire ou autre. Au moins, l'alimentation est là. Généralement, donc soit qui sera commandé par un style Amrenbox Evotico ou un full avec un relais au niveau du coffret, ou soit maintenant tout est intégré également dans les moteurs et donc avec des télécommandes sans fil. Donc ça veut dire qu'elle n'a besoin que d'une alimentation et le reste est géré par le fabricant de store. Et bien entendu, on l'entend souvent, mais voilà, ça peut faire rire, mais elle est bien là. L'économie en énergie se fera où on ne la consommera pas. Donc, la base de la base de la base dans un bâtiment, que ce soit une nouvelle construction, là, il y a déjà le PEB qui vous l'impose, mais surtout, dans le cas d'une rénovation, c'est isoler. Isoler votre bâtiment, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour, je veux dire, éviter justement les fameuses déperditions. Et donc, s'il y a une déperdition, ça veut dire qu'en plein hiver, il faut un apport de chaleur.
Et donc, automatiquement, ben, il faut une puissance de chaudière plus importante, il y a une consommation plus importante, il y a un inconfort qui risque d'être là également. Je pense par exemple à un sol froid, donc un sol, dans le cas d'une rénovation, un sol qui ne serait pas, isolé. Ben là, vous avez un sol froid et c'est désagréable au niveau sensation d'utilisation, quoi. Et donc là, au niveau des rénovations, vous pouvez isoler soit côté extérieur ou soit côté intérieur. Dans certains cas, on ne touche pas à la façade extérieure, question esthétique, si c'est de la pierre ou autre. Par contre, on peut cloisonner et isoler l'intérieur. Au niveau production, donc au niveau, là on parlait au niveau déperdition, donc ici on parle au niveau production, que ce soit une chaudière, gaz ou mazout ou une pompe à chaleur, l'idée c'est de travailler au plus bas au niveau température, donc de travailler vraiment avec des basses températures au niveau eau de chauffage, eau chaude de chauffage. Donc l'idéal, c'est d'aller vers du chauffage par le sol. Donc, dans le cas où on est avec une chaudière, on aura un départ maximum de 45 degrés. Donc, on parle de pas de 20. Donc, ça, c'est l'espace que vous allez avoir entre vos deux tuyaux. Donc, à la pose de vos tuyaux, donc vous aurez un espace de 20 cm entre chaque tuyau. Hormis si on a une baie vitrée, là, le premier mètre en face de la baie vitrée, on sera avec des pas de 10, mais ça, c'est le plan de pose qui vous l'imposera lors de l'étude de votre projet. Ou soit alors on va aller vers du 35 degrés, donc et là on est plutôt vers une pompe à chaleur, et donc on aura un delta T de 5, départ 35, retour 30 degrés, et là à ce moment-là on aura des pas de 10, donc 10 cm d'espace entre chaque tuyau, donc on aura plus de tuyaux, on aura donc 50% de tuyaux supplémentaires, enfin le double de tuyaux supplémentaires par mètre carré, mais ce qui vous permettra de travailler à plus basse température. Ça est de toute façon obligatoire dans le cas d'une pompe à chaleur. Nous, on conseille de partir déjà vers ce système-là avec une chaudière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez placer donc la production, une chaudière gaz, admettons, une chaudière gaz condensation. Si vous êtes avec des pas de 20, dans 10 ans, dans 15 ans, les nouvelles technologies sont là, l'énergie, peut-être l'énergie gaz a encore évolué, a encore augmenté, etc., alors qu'il y a des solutions au niveau électricité qui sont plus intéressantes. Donc, on s'intéresse plus vers une pompe à chaleur. Vous êtes coincé parce que le chauffage par le sol qui a été prévu est pour des hautes températures, on va dire les 45 degrés, alors qu'une chaudière, une pompe à chaleur, pour son meilleur fonctionnement, travaillera avec du 35 degrés. Et donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de déjà maintenant, même si vous n'avez pas encore, enfin aujourd'hui, vous ne choisissez pas une pompe à chaleur, c'est de partir déjà sur un pas de 10. Au moins, votre installation au niveau de votre chape est déjà bon. Qui plus est, pendant les 10-15 ans que vous avez utilisé votre chaudière pour chauffer votre chauffage par le sol, elle va déjà travailler à plus basse température, donc vous allez consommer moins d'énergie également. Et automatiquement, ce genre d'installation est déjà prévu pour placer plus tard une pompe à chaleur qui travaillera à basse température. Radiateur, ben là, on travaille avec un départ à 75 degrés, donc sur base d'une température négative la plus basse suivant les régions. Donc, ça va aller de moins 7 ou moins 8 jusqu'à des moins 12 degrés au niveau Belgique. Et donc, grâce à sa sonde extérieure, la température de départ va s'adapter, et on appelle ça à la fameuse courbe de chauffe. Donc, le principe est assez simple. Au plus vous allez avoir une température positive, moins votre eau de chauffage sera, enfin plus bas sera votre température d'eau de chauffage. Donc, je prends un exemple comme ça. Je veux dire, si vous êtes justement avec une température de moins 8 degrés, ben, vous serez, à mon avis, avec une température de départ de la chaudière à 75 degrés, alors que si vous avez une température extérieure de 10 degrés, la chaudière va peut-être tourner à 50-55 degrés maximum. Et donc, ce qui permet, encore une fois, de jouer sur une économie, et ce, de manière automatique, tout en gardant le même confort, donc de répondre à la déperdition. Et si vous demandez 20, 21, 22 degrés dans le local, vous aurez cette température-là. Pour votre chauffage par le sol, ben, comme je le disais à l'instant, donc placez vos tuyaux à un pas de 10. Donc, je le répète, c'est vraiment l'espace, c'est la distance entre vos deux tuyaux, et donc qui permettra d'avoir un départ de 35 degrés au lieu des 45 degrés, et compatibilité donc dans le futur pour une pompe à chaleur. Au niveau sanitaire, donc si votre eau de ville est calcaire, c'est-à-dire au-dessus de 25 degrés français, alors
comment le savoir? Ben, soit via la pharmacie, donc votre pharmacien peut faire le test, ça c'est une possibilité. Sinon, tout simplement sur Internet, vous tapez, donc vous mettez dureté de l'eau ou dureté calcaire ou degré français, vous mettez votre code postal et votre localité sur le site Internet, il vous donnera également une valeur du taux de calcaire approximative. Par contre, sur votre facture principale, donc celle que vous recevez une fois par an de votre fournisseur d'eau, distributeur d'eau, vous avez toutes ces indications-là, donc vous retrouvez vraiment toute la composition de votre eau et entre autres, vous trouvez ce fameux degré français pour voir la dureté de l'eau. Donc, si vous êtes au-dessus de 25 degrés français, on parle d'une eau dure, d'une eau calcaire. Et donc là, il est fortement conseillé de placer un adoucisseur. Alors, l'adoucisseur, on entend trop souvent, hélas, dire oui, mais l'eau va avoir du goût de sel, etc., etc. Non, faux et archi faux. Le sel ne permet que de nettoyer la partie qui va absorber le calcaire et qui va être régénérée. Donc, à chaque régénération, excusez-moi, je ne trouve plus le nom, mais le produit qui est au niveau de l'adoucisseur va être mélangé avec de l'eau salée pour justement casser, faire partir le calcaire. Et donc, toute cette eau-là va être envoyée au niveau de l'évacuation. Et donc, ensuite, il y a un rinçage qui se fait pour justement éviter d'avoir cette fameuse eau salée. Alors, peut-être, il y a 30, 40 ans passés, je dis bien peut-être, ça existait ce phénomène-là, parce que peut-être qu'il n'y avait pas justement ce nettoyage-là de ces granulés-là, donc pour absorber le calcaire. Mais en tout cas, je dis, moi, depuis que je travaille avec Durlem, ça fait 20 ans, au moins 20 ans, si ce n'est pas 25 ans qu'on travaille avec Durlem, j'ai eu plusieurs habitations où j'ai chaque fois eu des Durlem qui ont été placés ou un autre adoucisseur, mais principalement c'était du Durlem. On n'a jamais eu ce problème de sensation d'eau salée. On fait du café avec, on peut la boire. J'ai une fontaine à eau à la maison, je bois l'eau du robinet qui passe par des filtres et qui refroidit, mais on n'a pas cette sensation ou ce goût de sel, sûrement pas. Et donc là, l'avantage qu'on va avoir, c'est bien entendu un confort, mais, et là j'insiste encore, c'est le thème de la conférence, une économie. Pourquoi? Une eau douce demande moins de savon. Votre lave-vaisselle, moins de sel, un entretien plus aisé. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la douche, au niveau de l'évier, de lavabo de la salle de bain, je veux dire, ça sera beaucoup plus facile à entretenir que de commencer à prendre tous des produits pour essayer de gratter. Pareil au niveau des robinetteries, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est vraiment, on joue sur le confort d'un côté, mais on joue sur l'économie de l'autre côté également. Pareil pour tout ce qui est boiler électrique. Boiler, je veux dire, sur chaudière ou autre, je veux dire, on va également éviter d'avoir ce problème de calcaire et qui attaque, qui a une corrosion au niveau du boiler proprement dit, ou si je pense au niveau du boiler électrique, d'avoir la résistance électrique qui est plombée, je veux dire, de calcaire et qui fera isolant, et donc la résistance va devoir travailler beaucoup plus longtemps pour pouvoir chauffer votre eau sanitaire jusqu'au moment qu'elle ne chauffera plus du tout. Chose importante, et ce sera le choix au niveau de vos sanitaires, c'est aller vers des techniques, je veux dire, pas bon marché, donc des robinetteries qui ont la qualité là derrière. Encore une fois, et je le dis régulièrement dans les conférences, lors des démodés et autres, j'ai toujours été éduqué comme ça, c'est qu'on n'est pas assez riche pour acheter du bon marché. On le regrette à chaque fois. Là, chaque fois qu'on achète du bon marché, on le regrette parce qu'on se dit, oui, tout compte fait, si j'avais su, j'aurais acheté directement le bon produit. Et donc, il existe au niveau robinetterie, on appelle ça des robinetteries à 2 crans. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir un premier cran, donc ça vous arrête, je veux dire, pour pouvoir soit vous laver les mains ou autre, on n'a pas besoin d'un gros débit au niveau du robinet, je pense au niveau de la cuisine, par exemple. Et par contre, vous êtes en train de remplir une casserole et il vous faut 1 ou 2 litres d'eau, là, vous remontez le deuxième cran et à ce moment-là, vous avez un débit plus important. Donc là, il y a une économie également qui est intéressante je le redis, soit pour se laver les mains, soit quand on se brosse pour rincer la brosse à dents ou autre, ça ne sert à rien d'avoir des débits importants là derrière. Au niveau de la douche, de choisir un pommeau de douche, on appelle ça tip rain. Donc, ça veut dire qu'il mélange de l'eau et de l'air. Donc, ça veut dire qu'on a exactement, et même, je pense, un meilleur confort
au niveau utilisation, parce qu'on a vraiment ce fameux, comme une pluie, je veux dire un mélange d'eau et d'air qui vous tombe dessus. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir une économie d'eau, à savoir que vous allez être là, on va dire, entre des 6 et 9 litres par minute, alors que si on prend du traditionnel, vous êtes au minimum avec des 9-12 litres par minute. Et donc là, ben, vous allez voir par la suite, j'ai fait un calcul, la consommation qu'une douche demande, puisque bon, ben, on l'utilise X minutes par jour et on n'est pas seul, on est à X personnes à l'utiliser chaque jour, multiplié par les 365 jours sur l'année, on a alors automatiquement le cubage. Et si on sait récupérer 1, 2 ou 3 litres par minute là derrière, multiplié par le temps que l'on prend, multiplié par le nombre de personnes qui prennent des douches, ben, l'économie, elle est pas négligeable. Pareil au niveau de la chasse de WC, partir, ben, entre autres, si on est avec un WC suspendu, là, je pense que le standard maintenant, il y est, c'est de partir sur une double manette, à savoir donc une manette petite capacité ou la manette grosse capacité. Et comme donc vous le voyez, ben, il y a de quoi faire. Donc, il y a des solutions à l'économie d'usage. Et donc, c'est pour ça également qu'il faut s'adresser à des spécialistes. Notre partenaire principal est FAC. Donc, tous nos clients qui ont acheté chez nous du sanitaire sont invités de se rendre chez FAC. Grâce à BrainBox, ils ont également des conditions professionnelles qui sont là derrière. BrainBox ne vend pas de sanitaire. On ne fournit que, on propose que la distribution au niveau sanitaire, mais les sanitaires proprement dit, on ne le propose pas. Comme je dis toujours, vous pouvez avoir un WC à 50 € et un WC à 400 €. Il y a une différence. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je veux dire, si vous devez tirer 2 fois la chasse pour pouvoir vider la cuvette, ben, à l'usage, ce n'est pas intéressant et peu pratique également. Et donc, c'est ça qui est quelque chose d'important, c'est de ne pas regarder uniquement le prix, mais c'est de regarder, de comprendre les différentes techniques au niveau recouvrement, au niveau finition, etc., etc. Parce que, bon, ben voilà, c'est un investissement où vous êtes parti des années, des années, des années avec, que vous utiliserez encore une fois au quotidien, vous et votre famille. Et ben, je veux dire, l'économie, l'amortissement se fera très rapidement si vous avez une économie à l'usage proprement dit. Et voilà, la conclusion, c'est quoi? Ben, en sachant que vous allez utiliser votre douche au quotidien pendant minimum 15 ans. Donc, 15 ans, si je fais 15 multiplié par 365 jours, on est à 5475 utilisations sur les 15 ans par personne. Donc, si on ne fait que 1 litre minute, là derrière, c'est déjà 5,5 mètres cubes d'épargner rien que 1 litre. Et on va redescendre plutôt vers des 2, 3, 4 litres en choisissant une bonne distribution au niveau sanitaire. Ici, les quelques chiffres dont je parlais. Donc, si on prend une douche, ben, c'est minimum 5 minutes. On part sur un débit de 9 litres qui est déjà, si on part sur une qualité, c'est déjà un débit de confort. Donc, on arrive à 45 litres par douche, multiplié par 365, ben, ça fait déjà 15 mètres cubes, donc 15 000 litres d'eau par an par personne utilisée. Donc, ça correspond à plus ou moins une centaine d'euros par personne. Et bien entendu, le prix du mètre cube ne fera qu'augmenter. Ça, c'est le gros souci, c'est qu'il va augmenter de plus en plus. Pourquoi? Ben parce qu'il doit être de plus en plus, ils doivent passer par des stations d'épuration qui coûtent là derrière. Et également, il faut savoir qu'on utilise également de plus en plus d'eau de pluie. Et cette eau de pluie, elle est gratuite, sauf que dans certains cas, je pense, rien qu'au niveau des WC, vous ne jetez pas l'évacuation de votre WC, il ne va pas dans le fond de votre jardin, il va dans les égouts. Et là, au bout des égouts, il y a une station d'épuration. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée, mais par contre, de l'eau propre qui est rentrée où vous payez, cette eau-là proprement dit. Par contre, vous rejetez de l'eau sale qui vient de l'eau de pluie, mais vous rejetez de l'eau sale qui doit être, elle, nettoyée. Et donc, c'est pour ça qu'on va sûrement consommer de moins en moins de l'eau de ville. Par contre, on va la payer de plus en plus cher et en plus, je veux dire, ils sont obligés de plus en plus de nettoyer cette eau, donc via des stations d'épuration, pour éviter d'avoir de la pollution au niveau des rivières, voire plus loin au niveau de la mer.
Donc, ben voilà, ça c'est de fait la récupération de l'eau de pluie, ben, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est là et que vous pouvez utiliser au quotidien facilement. L'avantage en Belgique, il est très très rare qu'on arrive à avoir une citerne d'eau de pluie qui se vide. Je veux dire, entre deux, on a toujours un petit orage qui passe ou alors il y a une pluie qui arrive à un certain moment. Donc, il est rare, je veux dire, d'être à court, mais il y a des solutions. Chez Brainbox, en tout cas, on a des solutions pour, je veux dire, alimenter et réglementaire, donc Belgaquois et Certibo, pour alimenter, donc pour remplir la citerne en eau de ville, pour, en attendant qu'il pleuve là derrière. Donc, un ménage à 4 vous permettra d'économiser au minimum 25 mètres cubes par an. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas négligeable ce gain-là, cette récupération d'eau de pluie, que vous pourrez utiliser pour, entre autres, la machine à laver. Donc là, vous aurez une économie de plus ou moins 10 mètres cubes par an. L'arrosage du jardin, là, on ne sait pas le chiffrer. Donc, l'arrosage du jardin, nettoyage sera également une belle économie. Je parlais tout à l'heure de l'eau, si vous avez une eau chargée, une eau dure, donc une eau calcaire, donc vous passez, enfin, il est fortement conseillé de passer par un adoucisseur. Ben, toute l'eau que vous allez utiliser également via votre citerne, donc via l'hydrophore, donc l'eau de pluie que vous allez utiliser, ne passe pas par l'adoucisseur. Ce n'est pas une eau dure, c'est de l'eau de pluie, l'eau est neutre, donc elle n'a pas de calcaire, et donc, ou très peu en tout cas. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez encore économiser aussi ça. Donc, il y a ça, il y a cette économie au niveau sel, mais économie de l'eau de ville proprement dit. Là, au niveau sortie hydrophore, toujours placé donc en sortie, jamais en aspiration, donc jamais entre la citerne et l'hydrophore, c'est toujours après l'hydrophore que vous avez placé alors les filtres. Et donc, ben là, il faut bien choisir vos filtres également. Je pense ici, on voit sur la photo, par exemple, le filtre Trio sans UV. Donc, il existe le Trio UV, j'y reviendrai juste après. Donc, le filtre Trio ici, qui est le premier, donc le jaune où on voit il y a un robinet en dessous. En réalité, donc ce filtre-là, c'est un filtre 90 microns, auto-nettoyant. J'y reviendrai. À sa droite, on aura un filtre 50 microns et ensuite, à sa droite, on aura le filtre charbon pour tout ce qui est odeur. Je reviens au niveau du premier filtre, donc le 90 microns, qui est auto-nettoyant. Donc, le principe, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Une fois par semaine, on met un seau d'eau vide en dessous de ce filtre-là. On ouvre la petite vanne qui se trouve en dessous, donc il n'y a pas besoin d'outillage, il ne faut pas fermer les vannes, il ne faut pas purger, on ne va pas avoir plein d'eau partout. On vide 10 litres et donc le principe, c'est que l'eau va passer à contresens au niveau du filtre de ce qu'elle passe habituellement. Et donc, elle va auto-nettoyer son filtre 90 microns. Et ce filtre 90 microns préserve également au niveau durée, donc on va aller beaucoup plus loin, le second filtre qui se trouve juste après, donc le filtre de 50 microns. Donc, ça veut dire qu'on a là, à ce moment-là, une économie au niveau des remplacements de filtres. Et grâce à ça, on a toujours une eau claire, une eau propre, sans odeur, grâce au filtre à charbon qui est là pour un usage pratique. On travaille également donc, avec le filtre de chez Saint-Tropure, donc le filtre Trio UV. Donc lui, ça va être le premier filtre, ça va être un 25 microns. Le second filtre, ça sera un charbon actif. Et le troisième filtre sera un filtre UV. Et donc, le principe, c'est d'aller récupérer l'eau de pluie pour l'alimenter jusqu'au niveau de votre salle de bain. Donc, ça veut dire qu'au niveau lavabo, pour vous laver les dents, au niveau de la douche, au niveau de la baignoire, vous pourrez utiliser ce genre de... Vous pouvez récupérer et utiliser votre eau de pluie grâce à ce genre de filtre qui est agréé belgaquois, qui est agréé ou qui l'était agréé belgaquois, qui est en cours, parce qu'il y a des changements qui ont été faits, entre autres avec le Certibo. Donc, à ce jour, c'est en train de changer, mais on est dans le positif, en tout cas de manière verbale, on a eu la réponse. Il sera également certifié Certibo. Ici, il y a une erreur de communication vis-à-vis de Certibo au niveau d'un article, au niveau d'une communication proprement dit. Par contre, si on suit la norme proprement dit, le filtre Trio de chez Saint-Tropure, le Trio UV de chez Saint-Tropure répond à la norme de Certibo. Et donc, le principe ici, c'est vraiment d'aller récupérer à son maximum cette fameuse eau de pluie. Par contre, quelque chose de très, très important, et vous pouvez le voir ici sur le slide, c'est
comment, encore une fois, c'est depuis le début que j'en parle de l'économie, c'est au niveau de l'eau ici, c'est d'avoir une eau qui arrive au niveau de la citerne la plus propre possible. Si vous ne mettez pas de pré-filtre avant, donc si vous avez une gouttière qui descend directement au niveau de la citerne, ben, là-dedans, vous allez avoir du sable, vous allez avoir des noyaux de cerises, parce que les merles, les oiseaux vont aller les déposer là-bas au-dessus sur les gouttières. Vous allez avoir de la mousse, vous allez avoir des feuilles, enfin, vous allez avoir plein de crasses qui vont arriver au niveau de la citerne, donc cette eau sera pas très propre déjà. Donc, ça veut dire qu'après, à l'usage, quand vous allez aspirer cette eau-là qui va passer par les fils, ben, vos fils vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte parce que ben, ils vont devoir travailler et ils vont être saturés à un certain moment. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut vraiment suivre ces instructions-là. Très sincèrement, généralement, les entrepreneurs, les bons entrepreneurs prévoient ce genre d'installation. Ici, on est plutôt dans le cadre d'une rénovation où on viendrait rajouter, je veux dire, une citerne à l'habitation. Ben, il faut prendre compte de ces points-là pour, je le redis, pour avoir une eau propre à l'intérieur de votre citerne. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Au niveau d'une citerne, eau de pluie, ne jamais mettre des granulés ou des pastilles de javel, ne jamais mettre de roofing ou autre à l'intérieur de la citerne, de les peindre ou autre, vous la laissez comme elle est. Il va y avoir des petites bébêtes là derrière qui vont faire, donc les bactéries qui vont nettoyer automatiquement l'eau proprement dit, donc elles ont leur importance. Quand vous voulez vider, nettoyer votre citerne, ce n'est pas au Karcher que vous allez descendre dedans et commencer à nettoyer le mur de la citerne au Karcher. Non, vous la laissez comme elle est. Elle doit être vidée au niveau crasse qui vont se trouver sûrement dans le fond de la citerne, boue ou autre, mais c'est tout. Je veux dire, ne pas aller, je le redis, avec un Karcher ou mettre des produits qui vont casser les bactéries et vous n'aurez jamais une eau proprement dit. Dans le cas d'une installation électrique, donc là, si vous avez un compteur bi-horaire, donc le principe, c'est quoi? C'est que vous aurez un tarif de jour, un tarif de X, et vous aurez un tarif réduit de nuit qui, généralement, là, ça, vous avez l'information de votre distributeur, cette réduction-là se fait plus ou moins de 22 heures à 6 heures du matin. Ça, c'est en semaine, et du vendredi à 22 heures jusqu'au lundi, plus ou moins, donc 6 heures. Ben, à ce moment-là, vu que le tarif est moindre, ben, idéalement, c'est de faire fonctionner des consommateurs à ce moment-là. On parle maintenant de recharge au niveau véhicule électrique. Vous pouvez programmer la recharge de votre véhicule électrique et le mettre, par exemple, ça dépend de la durée que vous avez besoin, mais un véhicule, en tout cas hybride, il va prendre plus ou moins 4h30, 5 heures de recharge. Vous pouvez le lancer, par exemple, vers minuit, voire 1h du matin. La machine à laver ou le lave-vaisselle, là, vous pouvez les lancer à 22 heures. Le but, j'en parle juste après, le but, c'est justement d'éviter de prendre tout à 22 heures précises et d'avoir un risque que votre compteur saute. Pourquoi? Parce que vous prenez trop de puissance au même moment et donc ce qu'il faut, c'est essayer de répartir cette puissance-là suivant la nuit. Encore une fois, une machine à laver, un lave-vaisselle, en tout cas les dernières générations depuis quelques années, permettent de postposer le démarrage de X heures. Donc, vous ne devrez pas attendre 22 heures pour enclencher le lave-vaisselle. Si vous avez fini à 7h, 7h30, vous appuyez sur le bouton et vous le faites démarrer 3 heures après pour qu'il démarre après 22 heures. Si vous avez un boiler électrique, ben là aussi, il faut absolument le faire réchauffer, donc le faire fonctionner après les 22 heures, donc pendant le tarif réduit, le tarif de nuit. Alors, deux manières, soit on travaille avec un contacteur jour-nuit, on appelle ça. Donc, on va recevoir de la compagnie, de votre distributeur, on va recevoir, il y a 2 fils à placer tout simplement, ce fameux contact de nuit. Donc, il va s'enclencher automatiquement à 22 heures et se couper automatiquement à 6 heures si c'est votre tarif de nuit qui s'enclenche de telle heure à telle heure. On peut également, et que je conseille, c'est simuler ce contact-là. Pourquoi? Parce que le problème de travailler avec le contact du distributeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, du vendredi 22 heures jusqu'au lundi 6 heures du matin, vous êtes en tarif de nuit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si samedi matin, vous prenez une, voire peut-être déjà deux douches, mais généralement peut-être déjà avec une, ça risque de se créer. Comme le boiler est alimenté, on a demandé une température, admettons, de 55 degrés. Quelqu'un prend une douche, ben, la température d'eau chaude sanitaire va diminuer. Et donc, qu'est-ce qu'il risque d'avoir? C'est comme il est alimenté, il va se dire, OK, moi je réchauffe alors. On a pris de l'eau chaude, je réchauffe le boiler. Il va y avoir une turbulence au niveau du boiler, donc il va mélanger son eau froide qui est en dessous, son eau chaude qui se trouve au-dessus, donc il va mélanger cette eau-là, puisque la résistance électrique va s'enclencher, ce qui va engranger, je veux dire, ce mélange d'eau-là. Ça veut dire que si quelqu'un prend une douche juste après, la douche, elle sera tiède parce qu'il y aura ce fameux mélange d'eau chaude et d'eau froide. Donc là, on est vraiment dans un inconfort. C'est pour ça que je conseille toujours de réchauffer le boiler. Si votre boiler demande, par exemple, 5 heures pour un réchauffement de 10 degrés à 55 degrés, ben à la limite, si vous savez qu'à 6 heures du matin, vous avez donc le tarif de jour qui revient. Vous mettez une horloge, nos horloges, en tout cas chez nous, ont une réserve de marche de 100 heures. Donc, ça veut dire que c'est une rupture de courant, il faudrait 100 heures de rupture de courant pour qu'elle ne fonctionne plus. Mais si vous avez une coupure de courant de 10 minutes, d'une heure, 2 heures, 3 heures, l'horloge, elle continue son cycle. Donc, elle sera toujours à l'heure. Il n'y aura pas de décalage comme en son temps, de décalage au niveau de l'heure, proprement dit. Et donc, ici, l'idéal, ça serait de l'enclencher vers minuit, minuit et demi. Ainsi, on est certain qu'à 5 heures, 5 heures et demie du matin, votre eau est à 55 degrés. Si on travaille avec le contact de nuit du compteur, il va s'enclencher à 10 heures du soir, 22 heures du soir, et pendant donc les 4-5 heures, donc à 2h30, 3 heures du matin, le boiler sera chaud, il s'arrêtera. En entendant, il y a, alors elle est minime, mais il y a quand même une perte, c'est que vous allez avoir une perte d'eau chaude entre 3 heures du matin et les 6 heures du matin, donc pendant 3 heures, il n'y a pas d'utilisation d'eau, sauf que le boiler va commencer à diminuer légèrement. Je dis bien légèrement. Mais si on sait éviter ça, tout simplement en décalant, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, machine à laver, lave-vaisselle, on les enclenche à 22 heures. Par contre, recharge de voiture ou ici le boiler, on peut le postposer plus tard pour éviter de tout mettre au même moment. Donc là, j'en parle justement au niveau recharge voiture. Petite précision également au niveau recharge de voiture, je le vois hélas trop souvent, et c'est un risque d'incendie réel. Il faut obligatoirement une prise spéciale. Alors, quand je dis une prise spéciale, c'est une prise 230 volts, sauf c'est une prise spéciale qui est étudiée pour avoir une charge longue, on appelle ça. Donc, ça veut dire qu'on va puiser 2500, voire 3000 watts de puissance par une prise. Une prise traditionnelle le permet sans aucun problème, sauf pas pendant 5 heures. Et donc, ce qu'on risque en utilisant une prise classique, qu'est-ce qu'on risque d'avoir à un certain moment? C'est que la prise va prendre feu, tout simplement parce qu'elle n'est pas prévue, elle va chauffer, chauffer, chauffer. Les éléments à l'intérieur vont commencer à se disloquer et à un certain moment, on a un risque d'incendie qui est là. Et donc, ce qu'il faut, c'est obligatoirement utiliser une prise de courant spécifique pour recharge de voiture qui est étudiée, je le redis, pour une recharge longue. Et également, autre chose, éviter des rallonges. C'est même pas éviter, ça devrait même être interdit d'utiliser des rallonges. Vous avez une rallonge, enfin un câble qui est livré avec le véhicule qui généralement fait plus ou moins 7 mètres de long, c'est suffisant. Mais surtout, n'allez pas mettre une rallonge entre cette rallonge-là du véhicule de 7 mètres et votre prise de courant qui se trouve 10 mètres plus loin, quoi. Là, pareil, et vous pouvez le constater, après 1 heure, vous allez voir que aussi bien les fiches que le câble est chaud. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Je me répète ici concernant justement de ne pas tout enclencher, donc postposer vos recharges ou vos demandes en énergie. Donc, je reviens ici avec le fameux compteur bi-horaire avec un tarif de nuit. Et donc là, espacer justement les recharges. Encore une fois, actuellement, on sait vraiment dans tous les domaines programmer et postposer l'enclenchement ou le rechargement ou autre de l'appareil ou du véhicule. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Sans cela, votre compteur va sauter. Il va se déclencher. Pourquoi? Parce que vous prenez trop sur le compteur au même moment. Et donc, lui, il ne va pas beaucoup aimer ça.
tout le monde l'a en tête. Je veux dire, quand on entend ce n'est pas Versailles, ben là, il y a également une possibilité de gérer vos éclairages. Donc, de manière, on va dire, intelligente, en tout cas pour avoir de l'économie à l'usage. Encore une fois, c'est vraiment ça l'esprit. Et l'investissement que vous faites aujourd'hui, ben, encore une fois, vous êtes parti pendant des années et des années à avoir cette économie qui est là. Et je ne suis pas le seul à le dire, et c'est bon, la vérité qui sera là. Je veux dire, l'électricité ne fera que augmenter. Même si on va inventer des nouveaux panneaux photovoltaïques, des éoliennes, de l'hydro au niveau des barrages ou au niveau des fleuves qu'on a ici en Belgique, on paiera de plus en plus l'électricité. Ça, il n'y a pas photo. En plus, le réseau en Belgique est vraiment usagé, enfin est vieux. Et donc là, à un certain moment, il faudra le renouveler également. Et ça, c'est encore des coûts. Et c'est nous, bien sûr, qui allons payer ce genre de passage, j'ai dit, de rénovation, de câblage, de distribution au niveau des routes et des rues. Je viens ici, par exemple, dans le local, au niveau du hall de passage. Ben là, on peut travailler soit avec un détecteur, soit avec un minuteur. Donc, le principe, c'est quoi? C'est on passe, soit ça s'enclenche de manière automatique, avec un réglage au niveau du détecteur, avec un réglage du luxe, à savoir qu'on peut, on peut le régler qui s'enclenche jour et nuit, ou qui ne s'enclenche qu'en soirée et nuit, ou qui ne s'enclenche qu'en nuit. Donc, ça veut dire, suivant le luxe, en journée, l'éclairage ne pourrait ne pas s'enclencher. Par contre, en soirée et de nuit, l'éclairage s'enclenchera. Deuxième chose, au niveau détecteur, vous pouvez régler le temps. Donc, vous pouvez régler généralement de 30 secondes et on va aller vers les 15 minutes. Donc, ça veut dire dès qu'il y a une détection, ben, pendant X temps, l'éclairage reste allumé. Tant qu'il n'y a plus de détection, il se déclenche automatiquement. Ou alors, on travaille avec un système de minuteur. Donc, le principe chez nous, en tout cas, Brainbox, on travaille avec un interrupteur qui enclenche, on donne une impulsion qui enclenche le minuteur. Si on va plus loin qu'un simple minuteur, en tout cas chez Brainbox, avec Eltaco, l'horloge d'Eltaco, à savoir que si vous, je sais pas, vous êtes en train de passer l'aspirateur, vous savez que vous en avez besoin que pour 2 ou 3 minutes parce que bon, il y a pas, c'est pas grand, ben vous pouvez appuyer 2, 3, 4 fois sur l'interrupteur à l'enclenchement et donc il est parti 2 fois, 3 fois, 4 fois le temps qui avait été programmé. Donc, si c'était programmé 1 minute, ben il va fonctionner pendant 2, 3, 4 minutes. Si vous en avez pour plus longtemps, vous appuyez 2 secondes à l'enclenchement et automatiquement l'éclairage est enclenché pendant 2 heures. Si après 20 minutes vous avez terminé, vous réappuyez sur le bouton poussoir. 1 minute après, si on l'avait programmé en tout cas sur 1 minute, il va se couper de manière automatique. Donc voilà, c'est d'avoir cette fameuse intelligence au niveau gestion de vos éclairages. On a également donc les dimmers, donc la fonction dimmer qui apporte un effet cocon, mais également un gain économique. Donc d'avoir les dimmers que Brainbox en tout cas propose ne consomment que ce qu'ils donnent, à savoir que si vous êtes à 50% de l'intensité, ben, vous n'aurez qu'une consommation de 50%. Là également, on n'en parle pas ici dans ce slide-ci, j'en ai parlé dans une autre conférence il y a un mois et demi. L'avantage aussi d'un dimmer, je pense par exemple dans un hall de nuit, au lieu de travailler avec des éclairages, des spots au niveau du plafond et en plus un balisage au niveau du sol, pour de dire, OK, on travaille en soirée ou le matin avec les spots au niveau, donc plein pot, on va dire 100% puissance au niveau de l'éclairage. Par contre, de nuit, on travaille avec le balisage. Avec un dimmer, on peut travailler uniquement avec les spots. Pourquoi? Parce que donc vous pouvez faire varier l'intensité de lumière, ça c'est une chose, mais il a une double mémoire. La première mémoire, c'est que si par exemple vous étiez à 80% d'intensité lorsque vous allez éteindre l'éclairage, vous rappelez l'éclairage, il reviendra à 80%. Ça c'est une première fonction qu'il a. La deuxième fonction, c'est qu'à l'enclenchement, si vous appuyez pendant 2 secondes sur l'interrupteur, il vient au minimum. Ce minimum, c'est vous qui le réglez dans le coffret. Vous pouvez mettre par exemple 10% d'intensité. Donc, ça veut dire que vous levez pendant la nuit, vous appuyez 2 secondes sur l'interrupteur, vous avez vraiment cette lumière douce à 10% qui vous permet d'éclairer, mais suffisamment sans être éblouir. Pardon. Pareil au niveau du, Pareil au niveau du WC, on peut imaginer travailler également avec un dimmer pour éviter d'avoir cette puissance de lumière qui vous aveugle pendant la nuit.
Donc, vous voyez, d'un côté, on joue sur l'économie, mais on joue également sur du confort au niveau utilisation. C'est pas, économie ne veut pas dire nécessairement qu'on nuit au niveau du confort ou qu'on supprime le confort obligatoirement. On voit également et trop régulièrement ben, des éclairages extérieurs, des éclairages de façade qui sont allumés, même des fois quand il fait encore clair, jusqu'au lendemain matin. Il faut savoir que, ou des lampes qui se trouvent au niveau des fenêtres, donc des lampes de chevet, au niveau des tablettes de fenêtres. C'est joli, mais encore une fois, ça consomme. Donc là aussi, tout ça peut être géré de manière, si on veut jouer sur la sécurité ou autre, peut être géré de manière autrement en tout cas, et de travailler par exemple avec une horloge crépusculaire. Le principe d'une horloge crépusculaire, c'est une horloge qu'on vient mettre au niveau du coffret, il n'y a pas de son d'extérieur, et donc le principe, c'est une intelligence artificielle, et donc elle sait qu'aujourd'hui, le 29 juin 2022, le soleil s'est levé, je prends des heures comme ça, à 5h22 et il va se coucher à 22h13. Demain, il va se lever à 5h24 et il va se coucher à 22h12, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, si on demande d'enclencher l'éclairage à la tombée de la nuit, ben, il va s'enclencher, on va dire, vers les 22h. Alors qu'en plein hiver, il sait qu'à 5 heures du soir, à 17 heures du soir, il fait déjà noir et donc il va enclencher de manière automatique son éclairage à 17 heures en plein hiver. Et donc, on peut faire une programmation, par exemple, pour avoir un enclenchement à la tombée de la nuit jusque, par exemple, 22h30. On peut le faire également dans un hall de nuit. Les enfants montent, à 8 heures du soir, les enfants montent dans leur chambre. Bon, ils vont passer d'une chambre à l'autre, ils vont trouver une excuse pour aller à la salle de bain, etc., etc. Ça sent le vécu. Et on pourrait imaginer de travailler avec un système d'horloge également au niveau du hall de nuit et de travailler soit avec, à la tombée de la nuit ou de travailler simplement, de dire on enclenche le hall de nuit parce qu'il n'y a pas d'apport de lumière extérieure de telle heure à telle heure, de 19h30 jusqu'à 21h, 21h30, 22h. Donc ainsi, au moins, l'éclairage, il est là, question sécurité, l'éclairage est là, et on ne risque pas d'oublier d'éteindre cet éclairage-là, ça se fait vraiment de manière automatique. Et donc, bon, ben voilà, là aussi, c'est quelque chose d'important. Bon, encore une fois, c'était dans une autre conférence, mais c'est quelque chose que je mets énormément en avant au niveau des, pardon, des démodés que BrainBox organise. C'est bien choisir son installation électrique. Ben, ça permettra justement de gérer au mieux et de manière intelligente, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est, on en a parlé tout à l'heure, les protections solaires, tout ce qui est prise de courant également. Donc, on peut gérer également des prises de courant. Et donc d'avoir des systèmes, on va dire, intelligents, des systèmes qui permettent de modifier à la pause déjà, parce que ça n'a peut-être pas été pensé initialement, mais à la pause, parce que vous allez, ça c'est la force que vous allez avoir en plaçant vous-même vos installations, c'est que vous allez également comprendre la technique, et donc à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir, à la pause, encore mieux installer, je veux dire, votre installation proprement dit, et donc d'apporter des modifications parce que vous vous dites, tiens, tout compte fait, mon câble, il passe là, je vais rajouter ça à cet endroit-là, ça ne me coûte rien, hormis peut-être l'ajout d'une prise de courant, une dizaine d'euros. Et si on gère via les interrupteurs, que ce soit avec le full, les Votico wireless, ça vous permet également d'ajouter des commandes d'éclairage pour éviter de vous déplacer de X mètres ou de se dire, bon, ben, OK, j'irai éteindre tout à l'heure et tout compte fait, ben, l'éclairage reste pendant une demi-heure ou une heure enclenché, alors que si on avait un interrupteur qui avait été déplacé, BrainBox le permet. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir dans un seul boîtier une, deux, voire quatre commandes d'éclairage, que ce soit de manière filaire ou avec les Votico wireless de manière non filaire avec des interrupteurs sans fil, sans pile. Et donc ça, pareil, dans le temps, d'avoir également ces possibilités-là. On recule, je dis toujours 10 ans, c'est peut-être un peu plus maintenant, mais je veux dire, il faut reculer 10, voire 15 ans en arrière. Les tablettes, on ne connaissait pas.
On recule encore 20 ans en arrière, les smartphones, on ne les connaissait pas. Donc, vous voyez que la technique, la technologie évolue énormément. Il y a quoi? Il y a 3 ans ou 4 ans d'ici, on a les commandes vocales. Donc, nous, les Votico, permettent de commander de manière verbale l'installation électrique. Donc, ça veut dire on peut lui demander ce qu'on veut, au niveau enclenchement, déclenchement de fonction. Elle l'assurera sans aller appuyer sur un interrupteur, d'avoir une possibilité via son smartphone, d'avoir une commande à distance, de vérifier quelque chose, d'avoir des simulations. Là, on a sorti dernièrement une simulation de présence. Et donc, le principe, si vous êtes parti en week-end, ben, il va y avoir une simulation de présence qui va se créer dans le bâtiment. Des enclenchements d'éclairage, des montées de levée ou des montées de volets, descente de volets, ou enfin, de jouer vraiment là-dessus, de se dire, tiens, voilà, j'enclenche le hall de nuit pendant 5 minutes de telle heure à telle heure. Si on pense qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Voilà. Autre chose également, d'avoir par exemple un détecteur qui se trouve au niveau du cabanon, mais qui n'enclenche pas l'éclairage du cabanon, qui enclenche un éclairage intérieur, le hall de nuit ou, ou la cuisine, qui donne de ce côté-là. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui va s'approcher du chalet, ben, automatiquement, il y a un éclairage dans l'habitation qui va s'enclencher. Ben, c'est mieux ça que d'avoir le spot qui est au-dessus de la porte du chalet. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui vous permet, je veux dire, de gérer au mieux votre installation, d'avoir du confort, oui, mais surtout d'avoir aussi cette fameuse intelligence, pardon, et d'avoir cette fameuse économie. Donc, c'est vraiment un investissement, on va dire, intelligent. Par contre, au niveau domotique, il y a tellement de produits qui existent sur le marché. Partez sur un produit domotique qui a un protocole. Lorsque vous choisissez un produit domotique d'un monofabricant, il y a peu de chances qu'il va évoluer. Et il ne va pas évoluer, s'il évolue, pardon, il ne va pas évoluer à grande vitesse parce qu'il y aura peu d'ingénieurs qui vont travailler dessus, et avec un risque également, je ne vais pas citer de marque ici, mais je vais dire d'avoir un produit qui risque également, enfin qui risque, c'est connu sur le marché belge, il y a une société ici en Belgique qui est très importante, qui a hélas ce problème-là, à savoir qu'ils sont à leur 4e génération en même pas 15 ans. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une installation d'il y a une dizaine d'années, s'il veut aujourd'hui modifier son installation, le produit n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose de grave. En tout cas, à mes yeux, c'est grave. Et là, c'est le but d'un investissement dans une domotique, c'est vraiment de pouvoir, aujourd'hui, d'en profiter, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de pouvoir la faire évoluer. Je ne vais pas parler de domotique, mais nous, Brainbox, papa a créé en 1979, donc on a 43 ans passés. Aujourd'hui, si le client veut la domotiser sans changer les interrupteurs, techniquement, on sait le faire. Si on veut apporter une intelligence là derrière, si on veut apporter une économie à l'usage là derrière, on peut le faire également. Encore une fois, je le redis, sans changer l'installation, simplement de modifier les relais qui se trouvent dans le coffret. Les interrupteurs resteront exactement la même chose, le câblage ne sera pas changé, mais ça améliorera, je veux dire, l'installation proprement dit. Donc, tenez-en compte dans vos choix. Et on ne parle même pas de prix, parce que généralement, en plus, je veux dire, en tout cas, si on le compare avec un Brainbox Evotico, ce genre de produit d'un monofabricant, l'Evotico est en plus moins cher, ce qui est, on va dire, un peu normal, puisque l'Evotico fait partie du protocole EN-Ocean. Protocole EN-Ocean, c'est quoi? C'est 400 fabricants dans le monde. Donc, ça veut dire qu'au niveau production, je veux dire, ça tourne. Donc, automatiquement, et surtout des produits électroniques ou autres, ça chute au niveau des prix automatiquement. On le voit également, on parle ici du photovoltaïque, on le voit également si on recule 10, 15 ans en arrière, on va dire déjà 10 ans, quand vous voyez les différences de prix qu'il y a 10 ans d'ici à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les panneaux photovoltaïques, maintenant, c'est quelque chose qui est régulier au niveau fabrication, au niveau des usines. Et donc, automatiquement, le prix a chuté. Et en plus, il a évolué au niveau capacité, au niveau watt-crête. Il a évolué également, si on peut comparer au mètre carré d'il y a 10 ans à aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il a doublé, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Alors, Brainbox ne propose pas de photovoltaïque. Par contre, on a des partenaires qui proposent, en tout cas sur la province de Namur, la province de Luxembourg et la province de Liège. On cherche toujours du côté du Hainaut. Alors, c'est une très mauvaise période pour le moment d'en chercher un parce qu'ils sont plus que dépassés au niveau des demandes.
Et vous saurez aussi pourquoi, juste après, il y a une information importante que peu de personnes savent, c'est au niveau de la TVA. Voilà, donc on a nos partenaires qui sont là, qui sont vraiment spécialisés. Je reviens avec FAC au niveau sanitaire, mais c'est vraiment eux des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Ici, c'est pareil, ils ne font que du photovoltaïque, des batteries ou des bornes de recharge au niveau véhicule électrique. Et il faut savoir qu'en 2022, l'investissement dans du photovoltaïque reste rentable. Et au plus on va avancer dans le temps, il sera de plus en plus rentable parce que, je le redis, l'électricité va encore augmenter obligatoirement. Et ici, on est quand même pour un investissement de plus ou moins 7 500 €. Vous avez déjà une installation qui répond à plus de 70% des habitations classiques, donc des ménages. Le but de cet investissement, bien entendu, est d'apporter au bout de l'année une économie financière. Tout ce que le photovoltaïque va vous apporter ne sera pas consommé, enfin, vous allez l'utiliser, donc ça veut dire que votre compteur ne va pas tourner à cette utilisation-là. Il commence également à y avoir de l'intelligence entre certains appareils. Je pense par exemple chez nous le boiler thermodynamique, donc l'Explorer de chez Atlantic, a une intelligence, on va dire artificielle ou une intelligence, à savoir qui communique avec l'onduleur, donc la partie, on va dire, photovoltaïque. Et lui va voir également qu'il y a une surproduction là derrière. Automatiquement, alors, peut-être que la résistance électrique va se mettre en route pour faire monter en température le boiler, parce que bon, il faut le consommer, il est là, et donc il y a possibilité de travailler comme ça. C'est pareil avec certaines machines à laver, ou des séchoirs, ou des lave-vaisselle, ils ont cette intelligence-là. Donc, ça, renseignez-vous à l'achat de l'appareil, voir s'il est compatible ou pas. Et surtout, lors de l'investissement de votre photovoltaïque, demandez d'avoir, parce que généralement, c'est des options, mais demandez d'avoir cette fameuse option de pouvoir communiquer à des appareils, justement, cette information de surproduction. Chose importante également, je retourne peut-être là aussi 10 ans en arrière, 10-12 ans en arrière, donc en 2010, 2011, 2012, lorsque il y avait les primes au niveau du photovoltaïque. Hélas, je dis bien hélas, tous les fabricants, enfin tous, une grosse partie des fabricants ont surdimensionné la production au niveau photovoltaïque. Alors, le bout du compte, oui, votre compteur tourne à l'envers, OK, sauf que bientôt, au plus tard pour 2030, mais ça sera avant ça, il va y avoir, comme il y a déjà aujourd'hui en France, et ce depuis des années, le relevé compteur ne sera pas, admettons, du 1er janvier au 31 décembre, mais se fera au 31 janvier, se fera le 28 février, se fera le 31 mars, etc., etc. Et donc, on va regarder ce que vous avez consommé. Donc, ça veut dire qu'au mois de janvier, il y a peu de soleil, vous avez une consommation de X. En février, pareil. Au mois de mars, pareil. Au mois d'avril, là, on commence à diminuer la consommation parce qu'il y a quand même un apport via le photovoltaïque. Et après, au mois de mai, on risque d'être à zéro, alors qu'il y a une production plus importante de photovoltaïque, mais on est à zéro. Et donc, ça veut dire que c'est perdu. Ce n'est pas votre compteur qui va tourner à l'envers, c'est perdu. C'est un peu comme en son temps, je veux dire, au niveau téléphone, si vous avez droit à 100 au niveau communication, vous en utilisez 80, OK, le mois suivant, vous en avez 100. Vous n'en aurez pas 100 plus les 20 que vous n'avez pas utilisés le mois précédent. Aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui le proposent, ça, mais en tout cas, en électricité, ça va être ce problème-là. Donc, ça veut dire qu'il faut bien dimensionner son photovoltaïque. Et c'est pour ça également qu'on risque, alors que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, question de coût, ce n'est pas rentable pour le moment, mais on risque d'aller vers des batteries qui vont pouvoir justement absorber cette énergie-là pour pouvoir la redonner et d'éviter de consommer, je veux dire, le compteur au niveau du compteur, au niveau de votre fournisseur. Au niveau de l'investissement, il sera amorti après 4 à 5 ans maximum. Donc, vous voyez que l'investissement est à court terme quand même. Après, vous êtes gagnant. Là, encore une fois, je laisse les spécialistes en photovoltaïque répondre à vos questions à ce sujet et surtout de vous faire un calcul, de voir à quel moment vous allez être en boni au niveau de l'investissement que vous avez fait. Donc, le retour à l'investissement proprement dit.
Bonne nouvelle donc au niveau de la TVA. Donc depuis le 1er avril 2022 et ce jusqu'au 31 du 12 2023. Donc on a plus de 1 an et demi de possibilité de facturer une TVA de 6% sur tout ce qui est l'investissement au niveau du photovoltaïque et en tout cas chez Brainbox avec les pompes à chaleur. Pourquoi chez Brainbox? Parce qu'on a assez de main-d'œuvre au niveau de la pompe à chaleur pour pouvoir facturer à un taux de 6%. Il faut savoir que la pompe à chaleur, je veux dire, vous faites une partie de l'installation, placement de la pompe à chaleur au niveau du mur ou au niveau de l'extérieur. Par contre, la conduite frigorifique, les raccordements hydrauliques, les raccordements électriques et la mise en service proprement dit, c'est une journée, 2 hommes. Tout ça est réalisé donc par notre sous-traitant, par nos techniciens. Et donc, dans ce cas-là, on peut facturer une TVA de 6% qui est valable, je veux dire, qui était valable déjà avant le 1er avril 2022 pour des bâtiments de plus de 10 ans, mais depuis le 1er avril 2022, il sera valable également pour toutes les nouvelles constructions photovoltaïque ou pompe à chaleur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, donc comme je le disais tout au début, vous pouvez donc aller avec votre souris soit sur le dessus de votre écran ou le bas de votre écran et vous allez pouvoir lever la main que je vous donnerai pour pouvoir poser vos questions de manière verbale. Première vue, il n'y a pas de questions. On va terminer la conférence alors. Une bonne soirée à vous tous. Merci à vous pour la participation. Au revoir.